Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, cette tentative de coup d'État dénoncée par les autorités putschistes au Burkina Faso. 4 officiers ont été arrêtés et 2 autres seraient en fuite. Ils sont accusés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État. En ce 28 septembre, journée internationale du droit à l'interruption volontaire de grossesse, nous irons en Tunisie, pays pionnier dans la région qui fête le 50e anniversaire du droit à l'avortement. Mais vous allez le voir que le sujet reste largement tabou dans le pays. Il serait plus de 11 000 en France, des migrants mineurs isolés, loin des statistiques et des débats politiques. Ce soir, nous irons à la rencontre de Mamadou Sow, un jeune qui a quitté son village guinéen à l'âge de 15 ans pour entreprendre une traversée de l'enfer avant d'arriver en France, à Lyon, où nous le retrouverons pour parler de son très beau livre « Né pour partir », où il raconte son histoire. On ouvre ce journal par la tentative de coup d'État qu'aurait déjoué le gouvernement putschiste au Burkina Faso. 4 officiers ont été interpellés et 2 autres seraient en fuite. Après le soutien affiché au capitaine Traoré mardi soir par des milliers de Burkinabés dans les rues de Ouagadougou, la capitale était ce jeudi calme et sans dispositif sécuritaire particulier. Clarisse Fortuné. Un coup ou dans le coup. Après plusieurs jours de rumeurs et de démentis, la junte militaire au pouvoir a fini par dénoncer une tentative de coup d'État. Selon un communiqué diffusé mercredi soir, des officiers et d'autres personnes prévoyaient de déstabiliser le pays avec la sombre intention d'attaquer les institutions de la République et de plonger le pays dans le chaos. La veille, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale pour manifester leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré face aux rumeurs de putsch qui agitaient les réseaux sociaux. Le média français Jeune Afrique, qui avait publié 2 articles évoquant des tensions au sein de l'armée burkinabé, avait été suspendu par le gouvernement. 4 suspects auraient été arrêtés selon la junte et 2 autres toujours recherchés. Cette tentative de putsch présumée survient quasiment 1 an après la prise de pouvoir par un coup d'État du capitaine Traoré, le 30 septembre 2022. Il s'agissait alors du 2e coup d'État en 8 mois que connaissait le Burkina Faso, miné depuis près de 10 ans par des violences meurtrières sur une grande partie de son territoire. On passe à la Guinée, où le 28 septembre 2009, à Conakry, 156 personnes ont été tuées et une centaine de femmes violées lors d'un rassemblement contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, le chef de la junte d'alors. 1 an après le début du procès, les ONG de défense des droits de l'homme étaient face à la presse. Notre correspondant Malik Diakité y était. Ce procès qui s'est ouvert en septembre 2022, retransmis en direct à la télévision nationale, mobilise toute l'attention de l'opinion publique en Guinée. Les 11 accusés, dont le capitaine Moussa Dadis Camara, le chef de la junte au moment du massacre, ont tous plaidé non coupables. Le témoignage d'une 50aine de victimes et parents de victimes ont été entendus par les juges. Malgré les nombreux reports et quelques insuffisances relevées par de nombreux observateurs, les organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leur satisfaction lors d'une conférence ce jeudi à Conakry. En ce qui concerne le procès, vous l'avez suivi avec nous, il répond aux standards internationaux. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas satisfaits du déroulement du procès et nous espérons que ce procès-là se poursuivra et que les auteurs de ces crimes répondront de leurs actes. Pour l'association des victimes, les attentes sont encore énormes. Les femmes victimes du 28 septembre ont besoin vraiment d'une loi de réparation surtout, parce que la réparation c'est très important à ce stade où on est. Et ces femmes ont besoin de cela, et même des hommes qui sont aussi dans un besoin terrible. En marge de cette journée commémorative, un centre mémorial pour les victimes du 28 septembre, particulièrement pour les femmes victimes de viol, a été inauguré. La prochaine audience, très attendue, aura lieu le 3 octobre. Ce 28 septembre, c'est aussi la journée internationale du droit de l'interruption volontaire de grossesse. Plus de 9 millions
d'avortements auraient lieu chaque année sur le continent africain, dont les 3/4 dans des conditions non sécurisées. La Tunisie fête le 50e anniversaire de ce droit fondamental, mais dans ce pays conservateur, le sujet reste encore tabou. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tili. Dans cette clinique de Tunis, Salma vient faire le suivi avec sa gynécologue après sa première interruption de grossesse. Il n'y a plus rien. Donc là, c'est votre utérus, je vous montre. Elle a souhaité garder son anonymat, même si elle assume son choix. J'ai toujours peur du stigmatisme de ce choix, le regard général de la société, même des gens proches. Une peur qui l'a fait opter pour des services payants dans le secteur privé, alors que l'IVG est gratuite dans le public. J'ai lu beaucoup d'expériences d'autres personnes. La majorité des Tunisiennes qui sont allées vers le public discutaient et parlaient de l'interaction avec le cadre médical qui n'était pas très professionnel, qu'il y avait des gens qui essayaient de changer leur avis, de mettre des délais interminables. Les IVG médicamenteuses sont autorisées jusqu'à 9 semaines de grossesse. Selon les associations, les délais d'attente les rendent impossibles dans les centres du planning familial. Les patientes doivent donc recourir à l'IVG chirurgicale, service peu pratiqué dans le public faute de moyens et de personnel soignant. Dans le privé, l'intervention coûte 600 dinars, soit 180 €. C'est vrai que c'est un droit. Et c'est dommage que la planification, le planning familial en Tunisie, qui était vraiment le joyau du monde arabo-musulman, on était avant-gardiste. On a eu l'accès à l'IVG en 1973, avant même la France. C'est dommage qu'on en soit là et qu'on régresse. Les médecins et les militantes féministes continuent de lutter pour changer les mentalités et sensibiliser sur l'importance de ce droit. Cette association se focalise depuis 2012 sur la formation du personnel médical. Et nous avons beaucoup développé des formations très particulières qu'on appelait et qu'on appelle toujours la clarification des valeurs pour le changement des attitudes des prestataires, qui permettaient de remettre en cause des positions négatives à l'égard des femmes. Le droit à l'avortement, vieux d'un demi-siècle, a survécu aux attaques des courants conservateurs, mais reste menacé. La crise économique de ces dernières années a réduit drastiquement les budgets de la santé et du planning familial. Allez, je vous emmène à Dakar, où les terribles embouteillages empoisonnent la vie des habitants. Mais ça fait aussi les affaires des conducteurs de tchak-tchak, des mototaxis. Et bien que l'activité soit illégale, elle semble être tolérée par les autorités. Et pourtant, elles sont très souvent impliquées dans des accidents graves, voire meurtriers. Reportage à Dakar de Sarah Sako et Limandao. Arona, 20 ans, est un conducteur de tchak-tchak, les taxis-motos dakarois. Une activité qui s'est développée depuis l'après-Covid au Sénégal en 2021. Le jeune homme a abandonné l'école et se consacre exclusivement à sa moto. Mais les tchak-tchak ne sont pas autorisés dans la capitale. Arona est souvent arrêté par les policiers. Les flics nous mènent la vie dure. Ils nous arrêtent à tous les coins de rue, contrôlent notre identité et nous verbalisent de 6 000 à 12 000 francs CFA. Je fais ce métier par manque de choix pour ne pas chômer. Après chaque course, Arona retrouve ses collègues dans cet arrêt informel en banlieue de Dakar. Les tchak-tchak sont de plus en plus prisés des Dakarois. Dans une ville constamment embouteillée, ils permettent d'aller plus vite à un prix accessible. Les tchak-tchak nous dépannent bien. Là où on peut mettre 45 minutes à 1 heure en voiture, avec les tchak-tchak, on met 20 minutes. Ils vont plus vite. 20 minutes ou 15 minutes, Plus vite et souvent au péril de la vie. Selon des chiffres du ministère des Transports, plus de 200 personnes meurent chaque année au Sénégal dans un accident impliquant les 2 roues. Le ministère des Transports dit de son côté travailler sur la réglementation du secteur. Actuellement, nous travaillons sur 3 décrets. D'ailleurs, je peux dire que ces décrets sont prêts, ces décrets d'application sont prêts, pour d'abord réglementer, mais ensuite faire les différents profils pour faire la différence entre les 2 roues et même les tricycles les 2 roues qui font de la livraison de fast-food, les 2 roues qui font de la livraison de colis. Pour diminuer les victimes des accidents de moto, de nombreuses voix s'élèvent pour exiger le port obligatoire du casque, un accessoire de sécurité souvent négligé sur les routes dakaroises. Son nom porte sa destinée car dans sa langue, Sow signifie « né pour partir ». Mamadou avait 15 ans lorsqu'il a quitté sa famille, son village, Pilimini en Guinée,
Partir pour sauver sa famille, son histoire bouleversante, il la raconte avec l'écrivain et ancien ministre Azouz Begag dans un livre très émouvant et très éclairant, Né pour partir. Témoignage rare de la vie d'un mineur isolé, de sa traversée de l'enfer jusqu'à sa vie en France. Mamadou Sow, merci d'être avec nous. On vous retrouve depuis Lyon où vous habitez maintenant. Bienvenue sur France 24. Merci Fatima. Et alors, ce livre raconte votre histoire et votre traversée de l'enfer depuis votre village, c'est ce que je disais, où vous habitez à Lyon. Aujourd'hui, on a envie de savoir, vous avez 23 ans, vous êtes à Lyon. Déjà, comment allez-vous ? Oui, ça va, je me porte bien. Et toi, ça va ? Ça va très bien, merci. Je voulais, pour commencer, pour qu'on comprenne, je voulais lire une phrase bouleversante du livre qui dit « Normalement, les enfants ne rêvent pas de séparation. Au contraire, ils veulent rester au foyer, près de leur mère, au chaud, en sécurité. Mais voilà, nous, en Afrique, on n'est pas comme le reste du monde. On veut toujours aller voir ailleurs si on y est. En fait, ce n'est pas qu'on veut, c'est qu'on doit. Dites-nous, pour vous, pourquoi vous avez dû partir ? En fait, je suis parti parce qu'à un moment, j'ai trouvé que mon père il était atteint du cancer. Donc, mon père qui m'a éduqué depuis mon enfance jusqu'à ce niveau, pour moi, c'est le moment de lui récompenser. Et lui récompenser comment ? En allant lui chercher des bons médicaments pour lui sauver la vie. Donc, vous partez donc mu par ce désir d'aider votre père. Votre périple est long, difficile. Vous avez traversé l'enfer, plusieurs villes, du Sahel à Toulon, on verra. Vous décrivez des scènes d'esclavage moderne de Noirs au Mali et en Libye. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez pu vous en sortir alors qu'à l'époque, vous n'aviez que 15 ans ? C'est juste le courage. C'est le courage et la persévérance, c'est tout. Il faut toujours, quand je suis parti, là je me dis, il faut que j'ai le courage. Donc ça, le courage, je ne pouvais pas le faire. Et mon père, évidemment, il m'avait conseillé comme si c'était la dernière fois. Donc j'ai suivi ça et j'avais le courage aussi. Je me suis dit, il faut que j'ai le courage parce que j'avais une mission. Ma mission, c'était d'avoir des médicaments pour sauver mon père. Donc, il ne fallait pas retourner sans ces médicaments. Alors, dites-nous, dans ce voyage-là, justement, quel a été, parce qu'il y a plusieurs épisodes assez difficiles que vous racontez dans le livre, quel a été pour vous l'épisode la plus difficile ? L'épisode la plus difficile, je dirais, c'est plus au désert du Sahara. Et là où on nous a pris en otage dans des cours fermés, et ils nous torturaient en nous réclamant de l'argent. Donc, après ça, il y a eu des difficultés aussi au niveau de Libye, à Libye, parce que là même, il y avait des policiers libyens qui m'ont giflé un jour. Et il y avait des enfants de 7 ans à 10 ans qui venaient nous braquer avec des pistolets pour nous racketter de l'argent. Et or que nous, on n'était que des pauvres, citoyens lambda qui n'ont rien. Et en préparant l'émission, vous m'avez dit que vous ne saviez pas ce que c'était cette traversée, alors qu'en fait, on en parle assez souvent. Comment vous expliquez ça, justement ? Que beaucoup de jeunes ne connaissent pas la réalité de cet enfer que vous décrivez. Oui, parce qu'en fait, au début, avant de s'engager, si tu ne suis pas l'actualité, tu ne vas pas le savoir. Et évidemment, moi, dans mon village, c'était reculé, puis le mini, là où il n'y a même pas d'électricité, à plus forte raison d'avoir Et même le réseau, c'est très rarement, donc je ne pouvais pas le savoir. Je me suis engagé en empruntant ces routes dans l'espoir d'y arriver. Donc, en fait, la route, moi, je vais dire, la route est une piège. Avant de bouger, tu vas dire que tout est rouge. En plus de ça, il y a des passeurs. Les passeurs, c'est eux qui vont te convaincre, ils vont te dire, et tu vas y arriver. Ils te montrent, ils ont fait des schémas, et il y a des bateaux, il y a des avions. Il te dit c'est direct Italie ou direct France, or que c'est le contraire. C'est quand tu t'empruntes la route et au milieu du désert que tu vas commencer à comprendre en fait la route. Dans le livre, vous dites à un moment donné, quand on voyage, on apprend beaucoup sur les gens et sur l'humanité. Qu'avez-vous appris, vous, durant ce voyage ?
durant ce voyage, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris du bien et du mauvais. Mais moi, j'ai toujours gardé ce qui est bien. Parce que quand tu empruntes la route, tu vas rencontrer plusieurs personnes. Des personnes différentes, en fait. À chacun son comportement, chacun son éducation et chacun sa culture. Donc, moi, j'ai eu tous des cultures différentes, j'ai vu des comportements différents. Donc, oui. Aujourd'hui, vous habitez donc à Lyon, en France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, justement? Et vous pouvez, là, vous me souhaitez, c'est de me souhaiter d'être régularisé et être en situation régulière, finir mon cursus que je suis en train de faire et par la suite créer ma propre entreprise. C'est tout ce qu'on vous souhaite alors, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Mamadou Sow, merci pour ce témoignage. Né pour partir sur votre vie depuis votre départ de la Guinée à l'âge de 15 ans à votre arrivée à Lyon. Je recommande ce très beau livre publié aux éditions Milan avec Azouz Begag. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier de Pilimini à Lyon, en passant par Bamako, Tamamrasset, Sabrata, partout. Prenez soin de vous et restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.